Chapitre 6. Le rendez-vous de minuit. À la fin des cours, James se dépêcha de retourner à la salle commune des Griffons d'Or. Il ôta sa robe de classe tout en montant les marches vers le dortoir. Une fois dans sa chambre, il enfila une veste et une cape de soirée, aplatit ses cheveux raides avec un peu d'eau, s'examina un moment d'un œil critique dans le miroir de la salle de bain, puis dégringola les escaliers deux par deux pour aller rejoindre son père. Dans le couloir, Harry l'attendait. Il était en compagnie de Neville, près de la peinture de Sir Cadogan. « C'était un combat atroce !» expliquait le chevalier, appuyé nonchalamment au cadre de son tableau, tout en agitant vigoureusement son épée. Il s'adressait à Neville, qui avait l'air très mal à l'aise. « Et j'ai assisté à toute la scène. Elle a eu lieu ici même, juste en face de moi. Il s'appelait Bollocks Humphrey et se battait comme un homme possédé. Il a perdu, bien sûr, mais après avoir lutté aussi noblement qu'un roi. Ses entrailles se sont répandues à l'endroit précis où vous vous tenez. Et pourtant, il tenait encore son épée avec la force d'un troll des montagnes. Un homme vaillant, très vaillant. « Ah, James, te voilà !» dit Neville d'une voix forte, tandis que James approchait. Harry et Sir Cadogan levèrent les yeux. Harry sourit en examinant son fils de haut en bas. « Ta mère sera heureuse d'apprendre que tu utilises cette cape. » « Pour être honnête, admit James avec un sourire penaud, c'est la première fois que je la sors de ma malle. » Harry hocha la tête. « Et après ce soir, elle y retournera directement, pas vrai ? » ?»« C'est probable. » »« Très bien, allons-y, » dit Harry avec un hochement de tête. James suivit son père et ils avancèrent tous les trois vers un escalier. « Attendez !» s'écria Cadogan. Remettant son épée au fourreau, il se précipita vers le centre de son tableau. « Vous ai-je déjà raconté la bataille des Mages Rouges ? C'était un massacre si sanglant que les murs doivent encore s'en rappeler. C'est arrivé juste devant les escaliers où vous êtes actuellement. Je vous en parlerai la prochaine fois. Courage !» « Qui est-ce » demanda James après un coup d'œil derrière son épaule. « Ah, tu le connaîtras bien assez tôt, » répondit Neville. « En attendant, savoure ton ignorance. » Tout en marchant, James écouta son père parler de diverses affaires en cours au ministère. Il y avait eu plusieurs arrestations qui impliquaient des portes au loin trafiqués. De nouveaux trolls hantaient les montagnes et le ministère avait organisé des patrouilles afin de maintenir ces brutes sans cervelle loin des moldus. Le nouveau ministre, Locatius Knapp, se préparait à une conférence très importante parmi les communautés des sorciers d'Asie. Il envisageait de supprimer l'interdit concernant les tapis volants. « En clair, dit Harry avec un soupir, tout est comme d'habitude. Il y a des petits délits par-ci par-là, des complots, des différends, de la politique et de la paperasserie. » « Ce que tu veux dire, dit le professeur avec un sourire amusé, c'est que la paix est parfois bien ennuyeuse pour un aurore. »« Tu as raison, admit Harry en riant. Je devrais être reconnaissant de ne pas avoir davantage de travail. Au moins, je rentre presque tous les soirs à la maison avec Ginny, Lyle et Albus. » Il baissa les yeux et regarda James. « Et je peux même accepter un poste d'ambassadeur temporaire, ce qui me donne la chance de revoir mon fils dès sa première semaine à Poudlard. » « D'après ce que je sais, commenta Neville calmement, il n'a été convoqué qu'une seule fois dans le bureau de McGonagall. »« Ah » dit Harry en examinant son fils. « Et pourquoi ?» Le professeur leva les sourcils et considéra James comme pour lui dire « C'est à toi de parler. » « J'ai cassé une fenêtre. » Le sourire de Harry se durcit un peu. « J'attendrai avec impatience les détails de ce qui s'est passé, » dit-il d'un ton pensif. Sous le regard de son père, James eut la sensation qu'un poids lui tombait sur les épaules. Très vite, ils arrivèrent devant une large porte dont les panneaux étaient ouverts. De délicieuses odeurs de nourriture flottaient dans le couloir. « Nous y sommes, » dit le professeur en s'écartant pour laisser d'abord entrer Harry et James. « Voici les quartiers qui ont été alloués aux Américains durant leur séjour. Nous leur avons donné l'essentiel de la tour sud-ouest, en y ajoutant temporairement une aire de repos, une salle commune, une cuisine et une équipe d'elfes de maison. »« Ça m'a l'air parfait, »
dit Harry en examinant les lieux. La salle commune était en réalité plutôt petite, avec des murs circulaires, un haut plafond rustique, une cheminée étroite et 2 longues fenêtres. Mais les Américains avaient été plutôt actifs. Il y avait des peaux d'ours étalées sur le sol en guise de tapis, et de magnifiques tapisseries, aux riches couleurs pendues au mur, de chaque côté d'un escalier de pierre en spirale. Une bibliothèque, haute de 3 niveaux, accessible par une échelle à roulettes, qui paraissait plus que bancale, était remplie de gigantesques volumes. L'objet le plus spectaculaire était cependant une armature en cuivre qui pendait du plafond. Elle semblait incroyablement complexe, avec des leviers, des joints, des miroirs, et remplissait tout l'espace supérieur de la pièce. James leva les yeux, à la fois stupéfait et enchanté. L'assemblage remuait doucement, avec de légers grincements, et une sorte de minuterie. « Tu viens de découvrir mon chronolux, mon garçon. Un appareil de récupération de la lumière naturelle, » dit Ben Franklin, qui entrait dans la pièce par une large voûte, située sous l'escalier. « Cet objet m'accompagne partout quand je voyage pour une longue période, bien qu'il soit horriblement difficile à emballer, et très long à régler quand je dois à nouveau le monter. »« C'est magnifique, » dit Neville, qui lui aussi, tête levée, regardait bouger les miroirs et tourner les roues. « Ça sert à quoi ?»« Laissez-moi vous faire une petite démonstration, » dit Franklin avec entrain. « Bien sûr, ça marche beaucoup mieux à la lumière du jour, mais par une aussi belle nuit, même la lune et les étoiles nous donneront une luminosité adéquate. Voyons un peu. » Il s'approcha d'une haute chaise au cuir quelque peu râpé, y monta prudemment, puis consulta une carte sur le mur. « Le 3 septembre, oui, la lune est descendante. Voilà. Réfléchissons, il est 18h45. Jupiter approche de son dernier... Tout en marmonnant entre ses dents, Franklin sortit sa baguette et la pointa à différents endroits du chronolux. Des rouages s'enclenchèrent, tandis que l'appareil s'animait, pivotait, grinçait et prenait de plus en plus de place. Les miroirs, en glissant de côté, se positionnèrent derrière des lentilles rondes, ce qui les transforma en loupe. Des leviers s'étendirent, des clapets se fermèrent. En fait, l'énorme assemblage sembla danser une chorégraphie sophistiquée sous les ordres de la baguette du sorcier qui, de toute évidence, calculait en même temps diverses données dans sa tête. Puis, apparut au milieu du chronolux un rayon de lumière colorée. D'abord aussi fin qu'un crayon, il transforma les grains de poussière en suspension en étincelles flamboyantes. Puis il y en eut d'autres, par dizaines, qui s'allumaient et se mettaient en place, formant une structure géométrique compliquée. Au centre, des formes naquirent. Ébloui, James ne savait plus quoi admirer en premier. De minuscules planètes naissaient de ce kaléidoscope. Elles se mirent à bouger selon leur orbite, laissant derrière elles une trace éthérée. Quand 2 formes plus larges se condensèrent au centre, James reconnut le soleil et la lune. Le soleil était une boule de lumière rouge, avec une large aura, de plusieurs centimètres. La lune, plus petite mais plus solide, ressemblait à un cognard d'argent coupé en 2, avec un côté lumineux et un côté obscur. Elle pivotait sur elle-même. En réalité, toute la constellation était animée et tournait avec majesté, illuminant magnifiquement le cuivre du chronolux, ce qui envoyait des rayons danser dans toute la pièce. « À mon avis, rien n'est plus sain que la lumière naturelle, » expliqua Franklin. « Je la reçois directement par la fenêtre, puis je la condense par des miroirs et des lentilles, à travers un circuit calibré avec soin, comme vous pouvez le voir. La lumière est aussi filtrée par un de mes sortilèges d'optique, pour être plus dense. Et le résultat final, eh bien, vous le voyez, c'est agréable pour lire, utile pour fixer la vitamine D dans le sang, et excellent en général pour garder un bon moral. »« Est-ce le secret de votre longévité ?» demanda Harry, manifestement stupéfait. « Oh, en partie probablement, » dit Franklin en haussant les épaules. « Mais j'utilise surtout cet appareil pour lire la nuit. Cela correspond à mes heures de liberté. C'est bien plus amusant qu'une bougie, non ?» En croisant le regard de James, Franklin lui adressa un clin d'œil. Le professeur Jackson apparut sous la voûte. James le vit regarder d'abord Franklin, puis l'appareillage illuminé accroché au plafond, avec une expression blasée et légèrement hautaine.
On m'a chargé de vous prévenir que le dîner allait être servi. Voulez-vous me suivre jusqu'à la salle à manger, ou bien avez-vous encore affaire ici ?» En plus de Harry, James, Neville et les représentants du ministère, la plupart des professeurs de Poudlard étaient présents autour de la table, y compris le professeur Curie. À la grande consternation de James, elle entreprit de raconter à Harry les exploits de James au football, en lui assurant qu'elle ferait de son mieux, au cours de l'année, pour qu'un tel talent soit exploité à son maximum. Contrairement aux prédilections de son père, les plats furent remarquablement variés et délicieux. Le dîner commença par le gumbo de Madame Delacroix. Elle apporta elle-même l'énorme soupière sur la table, sans en renverser une goutte, malgré sa cécité. Plus curieux encore, elle dirigea la louche de sa baguette, une sinistre longueur de cèpe de vigne tout tordue, et en versa une portion dans chaque bol de la table, tout en gardant ses yeux morts fixés au plafond. En même temps, elle chantonnait doucement. La soupe, épaisse et enrichie de morceaux de saucisses et de crevettes, était très épicée, mais James l'apprécia. Ensuite, il y eut des petits pains frais, servis avec des beurres de toutes sortes, y compris une pâte brune et collante que Jackson annonça être parfumée à la pomme. James y goûta prudemment, puis en tartina une large couche sur son dernier morceau de pain. Le plat principal était un carré d'agneau à la gelée de menthe, ce que James ne considérait pas comme une spécialité américaine. Il exprima son opinion à voix haute. « Il n'y a pas réellement de nourriture spécifique en Amérique, James, » répondit Jackson. « Notre cuisine, comme notre population, est un mélange extrêmement varié des différents mondes dont nous sommes originaires. »« Ce n'est pas tout à fait exact, » intervint Franklin. « Je suis presque certain que l'Amérique peut revendiquer les travers de bison aux épices. »« Nous en aurons ce soir ?» demanda James avec espoir. « Non, je suis désolé, » dit Franklin. « Il est assez difficile de faire voyager les ingrédients nécessaires à ce plat, à moins de posséder les dons vaudous uniques de Madame Delacroix. »« Vraiment, » dit Neville qui se servit à nouveau de gelée de menthe. « Et quels sont ces dons, madame ?» Après avoir jeté au professeur Franklin un regard furibond, de ses yeux aveugles, Madame Delacroix reprit la parole. « Le vieil homme ne sait pas ce qu'il dit. Je connais simplement quelques pratiques du sud des États-Unis qui lui sont peu familières. Lui, il préfère s'amuser avec ses machines et ses gadgets. » Pour la première fois, le sourire de Franklin parut se glacer. « Madame Delacroix est bien trop modeste. Elle est, comme vous le savez peut-être, l'un de nos plus fameux experts de la projection spectrale à distance. James, sais-tu de quoi il s'agit ?» James n'en avait pas la moindre idée, mais quelque chose dans le regard vitreux de Madame Delacroix l'empêcha de l'avouer franchement. Franklin le regardait avec attention, espérant une réponse. James dut finalement secouer la tête, mais avant que Franklin ne puisse lui donner une explication, Harry parla. « Cela signifie simplement que Madame Delacroix a d'autres, disons, options pour se déplacer. »« D'autres options, oui. C'est une façon de l'exprimer, » dit Franklin en riant. Devant ce rire, James se sentit mal à l'aise. Il y avait quelque chose de mauvais dans son écho. Il remarqua aussi que Franklin vidait pour la 3e fois son verre de vin. « Réfléchis un peu, James, » continua le vieux sorcier. « La projection spectrale à distance, que peux-tu en déduire ? Cela signifie que Madame Delacroix, cette pauvre vieille aveugle, est capable de se projeter, ou du moins d'envoyer un hologramme d'elle-même dans le monde entier, pour voir à sa place, et même lui rapporter des objets. Et le plus merveilleux de l'histoire, c'est que les spectres qu'elle envoie ne sont ni vieux ni aveugles. N'est-ce pas la vérité, madame ?» Quand Madame Delacroix regarda fixement un point situé au-delà de l'épaule de Franklin, son visage dur s'était figé en un masque de colère. Puis, elle sourit, et comme James l'avait remarqué le premier jour à l'arrivée des Américains, cette expression la transforma complètement. « Oh, cher professeur, vous avez une telle imagination, » dit-elle. « Mes talents ne sont pas aussi puissants que vous le dites, et encore moins depuis que l'âge m'a rendu aveugle. Si je pouvais projeter un spectre de moi-même, il serait probablement horrible, et je ne souhaite pas que quiconque puisse me voir ainsi. » Toute tension disparut autour de la table, et plusieurs rires lui répondirent. Franklin sourit, les dents serrées, mais il ne répliqua pas. Après le dessert, Harry, James et le reste des résidents de Poudlard retournèrent dans la salle commune, où le chronolux de Franklin maintenait une version réduite, mais lumineuse, de la Voie lactée.
Toute la pièce brillait d'une lueur argentée, et James eut la sensation qu'elle lui caressait la peau. Jackson offrit aux adultes une liqueur digestive, servie dans de petits verres. Neville toucha à peine le sien. Aussi bien Miss Saccharine que Monsieur Mécréant faillirent étouffer dès la première gorgée et affichèrent ensuite un air pincé. Mais Harry, après avoir étudié à la lumière le liquide ambré, le vida d'une seule gorgée. Il se figea, secoua la tête, puis le souffle coupé, jeta un coup d'œil inquisiteur en direction de Jackson. « Le meilleur bourbon du Tennessee », expliqua Jackson, avec un petit plus, façon sorcier. Un moment plus tard, Harry remercia les Américains de leur hospitalité et leur souhaita bonne nuit. Alors que le père et le fils marchaient ensemble le long des sombres couloirs du château, Harry posa la main sur l'épaule de James. « Où veux-tu dormir cette nuit, James ?» demanda-t-il. « Veux-tu rester avec moi ? Je ne suis pas certain d'avoir l'occasion de passer beaucoup de temps avec toi durant la suite de mon séjour. Toute la journée demain, j'ai des rendez-vous avec les Américains, et je devrais veiller à ce que nos amis du département des relations internationales ne créent aucun incident diplomatique avec les Américains. Ensuite, je rentre à la maison. Veux-tu rester avec moi cette nuit ? Bien sûr, dit James immédiatement. Où vas-tu dormir ? Harry eut un sourire secret. Regarde un peu, dit-il tranquillement. Il s'immobilisa au beau milieu du couloir désert, puis se mit à marcher en rond, comme au hasard, les yeux levés d'un air pensif vers le plafond. J'ai besoin d'une chambre agréable, avec 2 lits pour moi et mon fils cette nuit, et avec les commodités nécessaires. James regarda son père d'un air curieux. Harry continua son manège plusieurs secondes, en faisant des va-et-vient dans le couloir. Il semblait attendre quelque chose. Alors que James s'apprêtait à lui demander ce qui se passait, il entendit un bruit soudain, une sorte de grondement qui provenait du mur derrière lui. Il se retourna juste à temps pour voir les pierres bouger, s'écartant pour laisser apparaître une énorme porte en bois qui n'existait pas 1 minute auparavant. Avec un sourire de connivence, Harry baissa les yeux sur son fils, puis il tendit la main et ouvrit la porte. À l'intérieur, il y avait une suite agréable, avec 2 lits confortables, drapés des tentures rouges et or de Gryffondor, une commode sur laquelle était posée la malle de voyage de Harry, et une rechange pour James, une salle de bain parfaitement équipée. Harry entra, mais James resta figé devant la porte dans le couloir, la bouche ouverte sans voix. « C'est la salle sur demande », expliqua son père, tout en se laissant tomber sur une chaise basse et bien rembourrée. « Je n'arrive pas à croire que je ne t'en ai jamais parlé. » James se prépara à se coucher, mais il remarqua alors que son père s'était changé. Après avoir fait un brin de toilette, Harry portait un jean noir et un sweat sombre. « Je dois sortir un moment, » dit Harry à James. « Ce soir, après le dîner, le professeur Franklin m'a demandé de le retrouver à minuit. Demain, tous nos rendez-vous seront officiels, et apparemment il a quelque chose à me dire en privé. » Au ton de son père, James comprit que Harry était bien plus intéressé par cette entrevue nocturne que par celle du lendemain. « Je n'en ai pas pour longtemps, James, et je serai simplement au bout du couloir, dans les quartiers américains. Demain matin, toi et moi prendrons un petit déjeuner ensemble, d'accord ?» James hocha la tête, plutôt satisfait de ce délai. Il n'avait pas encore réussi à parler à son père de son échec phénoménal au Quidditch, et il n'était pas pressé de le faire. Une fois Harry parti, James se jeta sur son lit sans même le défaire, puis il repensa aux événements de la soirée. Il évoqua la fureur qu'il avait cru entendre dans le rire de Franklin. C'était étrange, un tel changement de caractère presque aussi déroutant que celui qu'un sourire apportait au visage de la reine Vaudou. D'ailleurs, en pensant à Madame Delacroix, James revit la façon dont elle avait servi son gumbo et fait léviter la louche en agitant son affreuse baguette noire sans jamais en faire tomber une goutte. James réalisa finalement qu'il était bien trop excité pour dormir. Il glissa de son lit et arpenta la pièce de long en large. La malle de son père était ouverte sur la commode. Il y jeta machinalement un coup d'œil, puis il se figea et s'approcha de plus près. Il reconnut ce qu'il voyait, mais fut surpris que son père l'ait emporté durant son séjour. Pourquoi Harry avait-il cru en avoir besoin ? James la regarda longuement. Puis il tendit la main dans la malle et en sortit la cape d'invisibilité de son père, dépliant sur son bras le lourd tissu souple. Combien de fois durant sa jeunesse le jeune Harry Potter avait-il exploré le château de Poudlard caché sous cette même cape ? James avait entendu de nombreuses anecdotes, aussi bien de son père que de son oncle Ron et de sa tante Hermione,
et il sut soudain que l'opportunité était bien trop belle pour qu'il la manque. Mais où aller? Il réfléchit un moment, puis il eut un long sourire malicieux. Il glissa la cape sur sa tête, comme il l'avait déjà fait durant les rares occasions où son père lui avait permis de jouer avec. Il disparut immédiatement. Peu après, la porte de la salle sur demande s'ouvrit d'elle-même, pivotant lentement sur ses gonds énormes. Après un moment, elle se referma tout aussi doucement. Sur la pointe des pieds, James se dirigea vers les quartiers des représentants américains d'Alma Aleron. Il n'était pas encore arrivé au bout du couloir quand il vit bouger quelque chose. 3 mètres devant lui, Miss Teigne, l'affreuse chatte de Rusard, venait d'apparaître à une intersection. Il s'arrêta le souffle coupé. « Tu ne devrais pas déjà être morte, espèce de vieille carpette miteuse !» murmura-t-il entre ses dents, furieux de sa malchance. Et soudain, pire encore, il entendit la voix de Rusard plus loin dans le couloir. « C'est ça, ma toute belle !» disait le concierge d'une voix chantante. « Ne laisse pas filer ces misérables petits rats. Donne-leur une leçon qui les fera trembler de terreur dans leur petite peau poilue. » L'ombre noire de Rusard apparut derrière la chatte, projetée par la lanterne qu'il tenait à la main. Bien sûr, James se savait invisible, mais il eut quand même la sensation qu'il serait plus sage de se dissimuler dans une niche du mur. Aussi il se glissa dans un espace derrière une armure et essaya de respirer doucement. Puis, il jeta un coup d'œil sous le coude de fer. Le pas lourd et inégal, Rusard arrivait au croisement. « Alors, ma précieuse, ils ont trouvé une cachette ?» demanda-t-il à la chatte que James ne voyait plus. Le concierge sortit de sa poche une flasque en argent, en but une longue gorgée, puis s'essuya la bouche de la manche avant de revisser son capuchon. « Regarde, les voilà. Vas-y, ma belle, attrape-les !» James remarqua alors les 2 souris qui trottinaient le long du mur, non loin du concierge. Miss Teigne se jeta en avant, mais les petits rongeurs lui passèrent entre les pattes et se précipitèrent vers la niche où James se cachait. Crachant de rage, Miss Teigne les poursuivit. Au grand désespoir de James, les souris passèrent derrière l'armure et se faufilèrent sous l'ourlet de la cape d'invisibilité. James sentit les petites pattes chatouiller ses pieds nus, puis les souris se figèrent, réalisant qu'elles étaient cachées, mais qu'il y avait quelqu'un d'autre avec elles. Du bout du pied, James chercha à les repousser, mais elles refusèrent de bouger. Miss Teigne, moustache frémissante, contourna l'armure et tendit une patte griffue, qui s'arrêta à quelques centimètres du bas de la cape de James. La chatte pencha la tête, comme si elle sentait que les souris étaient proches, et s'étonnait de ne pas les voir. « Ne me dis pas que ces sales bêtes t'ont échappé, ma belle !» dit Rusard en approchant. James regardait Miss Teigne. Bien des années plus tôt, elle avait déjà eu l'occasion d'approcher la cape d'invisibilité. James se souvenait de cette histoire que son oncle Ron et sa tante Hermione lui avaient racontée. Peut-être que Miss Teigne s'en rappelait elle aussi. Ou peut-être seulement percevait-elle l'odeur de James, même cachée sous sa cape. Effectivement, la chatte leva les yeux vers lui, comme si elle savait parfaitement où il était, et tentait de l'apercevoir. « Ne sois pas mauvaise perdante, ma jolie, » dit Rusard. Il était maintenant si proche que d'un geste, il aurait pu toucher James par inadvertance. « Si ces souris t'ont échappé, elles iront cependant raconter à leurs petits copains rongeurs la peur que tu leur as causée. Tu sais, en y réfléchissant, c'est quand même une victoire. » Miss Teigne se rapprocha de James. Entre ses pieds, les 2 souris s'agitaient nerveusement. Elles essayèrent de se cacher l'une sur l'autre, produisant un petit grincement sur le sol en pierre. Miss Teigne leva la patte, et à la grande horreur de James, l'une de ses griffes se coinça dans le tissu de la cape d'invisibilité. La chatte furieuse miaula férocement. En l'entendant, les souris paniquèrent. Elles s'enfuirent tout droit, passèrent sous la cape et déboulèrent à l'improviste entre les pattes de Miss Teigne. Surprise, la chatte fit un bond et tourna la tête pour les regarder filer dans le couloir. Rusard eut un rire rauque. « Ah ah, elles t'ont fait peur, ma précieuse. Voilà qui m'étonne. Regarde, elles se sauvent. Cours-leur après, voyons, tout de suite. » Mais Miss Teigne s'était retournée vers James et ses vicieux petits yeux orange s'étrécirent d'une lueur mauvaise. À nouveau, la chatte leva la patte. « Mais qu'est-ce que tu fais, Miss Teigne ?» gronda le concierge mécontent. Du pied, il la repoussa, l'écartant de James, cherchant à la diriger vers les souris qui avaient disparu à l'angle du couloir. Le bout de la chaussure de Rusard fit volter le bas de la cape d'invisibilité,
et les orteils nus et crispés de James apparurent. Il sentit l'air froid du couloir sur sa peau. Miss Teigne le fixait toujours. Elle poussa un miaulement d'anticipation, mais Rusard, aussi raide qu'un bâton, n'avait rien remarqué. Il avait la tête tournée vers l'arrière. « Regarde, elles se sont échappées, espèce de sale bête aveugle. Je n'aurais jamais cru que de si stupides bestioles puissent te faire peur au point de te rendre idiote. Très bien, je vais te donner une autre chance. Il y a toujours des souris du côté des cuisines. Allez, viens. » Quand le concierge s'éloigna, Miss Teigne le suivit à contre-cœur. Avant de disparaître, elle se retourna et jeta un dernier coup d'œil mauvais en direction de James. Une fois seul, James poussa un soupir tremblant, puis il quitta sa cachette et reprit sa route de l'autre côté. Il avait eu de la chance, pensa-t-il, avant de se mettre à courir sans bruit.